Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre chaîne de télévision, Kemet Télévision, dans le cadre de la troisième sortie de votre émission, l'histoire de l'Afrique par les tests. Ce matin, nous allons faire une incursion dans l'ouvrage d'un auteur, et pas des moindres, c'est un abbé, c'est-à-dire c'est un prêtre français, un prêtre blanc. Mais qu'est-ce qu'un prêtre blanc peut bien dire sur l'histoire de l'Afrique? Installez-vous confortablement car au cours de cette émission, nous allons tout vous dire, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs. Et le titre de l'ouvrage en question, justement, est intitulé « Histoire de Luango, Bakongo et autres royaumes d'Afrique ». Histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique. Frère Kamga Kemwe, Otep, bienvenue. Otep Niamsi, Otep à vos nombreux téléspectateurs, Otep à toute la galaxie Kamit, Otep aux membres de l'association Telep Katiopa et Otep aux membres de l'association Sœurs Retour aux Sources, Otep au top management. Donc je suis le vice-président Paul Yaoundé, justement. Effectivement, Otep au top management de l'association, je veux dire de Kemet Télévision. C'est un honneur chaque fois que nous sommes invités à prendre la parole sur les questions touchant à l'Afrique. Et il a été décidé que ces questions-là doivent partir de l'étude des textes, puisque le professeur Charanta Diop nous faisait savoir que c'est à la connaissance directe que nous devons nous abreuver. Et cette connaissance directe permettra que nous puissions également nous ériger en tant que peuple dans le concert des nations. Dans cette nouvelle édition, une fois de plus, nous souhaitons que nos ancêtres méritants nous guident et nous accompagnent et continuer de nous donner la force de poursuivre ce combat noble qui est le nôtre, celui de la Renaissance africaine. Effectivement, que le chaos soit vivifié à chaque fois qu'il sera question de parler d'eux, parce qu'ils nous ont précédés dans ce monde et ils nous ont précédés dans le monde de l'au-delà. C'est dire qu'ils ont la clairvoyance, la claire audition pour pouvoir non seulement nous voir, mais entendre ce que nous disons, parce que, somme toute, nous sommes ici pour perpétuer ce qu'ils ont commencé. Et ce qu'ils ont commencé était grand, tellement grand que il serait préférable pour nous d'abord de nous en référer afin de poser également par la suite notre propre pierre pour la construction de l'édifice. L'histoire de l'Afrique à travers les textes aborde ce matin l'histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes africains. Telle est la thématique ou alors tel est le titre de l'ouvrage de l'abbé Brouillard, c'est ça? C'est l'abbé Brouillard. L'abbé Brouillard. Alors frère, qui est l'abbé Brouillard? Et qu'est-ce que il nous a pondu dans cet ouvrage? En tant qu'un prêtre occidental, un prêtre français, on ne s'attendait pas qu'il aborde les questions de l'Afrique avec une certaine, comment je vais appeler ça, avec une certaine positivité, puisque nous sommes habitués de ce que la plupart des penseurs, des philosophes occidentaux peignent l'Afrique toujours en noir, mais voir quand même un abbé, un prêtre en plus, n'est-ce pas, qui apporte, qui définit ou alors qui donne l'histoire, qui dit l'histoire de l'Afrique dans cet ouvrage de façon positive. Ça veut dire également qu'il y a des philosophes occidentaux de bonne foi quand même. De bonne foi, oui, parce que on a l'habitude de dire qu'entre le mensonge et la vérité, il n'y a pas de troisième voie. Et il y a des gens, il y a des esprits qui peuvent très bien déceler le mensonge et déceler la vérité et se positionner par rapport à ces deux éléments. Et je pense pour ma part que l'abbé Brouillard, quoique prêtre catholique de l'Église catholique, apostolique et romaine, a fait un travail magnifique et monumental dans le sens de la restitution de la vérité historique. De son vrai nom, Bonaventure Livin Brouillard, est français qui a décidé de consacrer sa vie à la prêtrise. Et il évolue dans un environnement
disons-le, esclavagiste. Et dans cet environnement esclavagiste, que des préjugés, que des épithètes sont prononcés à l'endroit de l'Afrique, lesquels ont façonné la culture de l'Occident jusqu'à présent. Et puisque c'est à cette source empoisonnée que beaucoup d'Occidentaux, notamment ceux qui se considèrent comme savants, ont puisé pour dire des incongruités, pour dire des contre-vérités en ce qui concerne l'Afrique. Alors, l'abbé Proyard, dans son livre « Histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes africains », justement, quel est son contenu? Là, je t'invite à faire une note de lecture pour la gouverne de nos téléspectateurs. Effectivement. Vous savez, pour parler mieux de quelqu'un, il faut le laisser parler. Alors, que dit l'abbé Proyard? Ça, c'est un résumé de son ouvrage général. Nous sommes à la page 50. Il dit, on ne peut connaître le génie d'une nation qu'en l'étudiant. Moi, je pense que c'est le résumé de tout ce volumineux ouvrage qu'il a eu à produire. Pourquoi? Parce que justement, ayant été alimenté à cette mauvaise source qui a dépeint l'Africain comme étant un être sauvage, lui, prêtre, a décidé de se rendre en Afrique pour se confirmer par lui-même de ce qui était rédigé dans les différents ouvrages de l'époque. Et je tiens à rappeler que nous sommes en plein esclavage, puisque l'ouvrage paraît au moitié du XVIIIe siècle. Justement, en plein esclavage. En plein esclavage. La France, judéo-chrétienne. La France est en esclavage, puisque l'abolition n'apparaît en France qu'en 1848. Vous voyez que l'abbé Proyard donc décide de venir en Afrique étudier l'Afrique. Et pour étudier l'Afrique, il a d'abord appris la langue. C'est quelque chose de fondamental. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'africanistes. Aucun africaniste ne connaît nos langues. Mais ils ont la prétention de connaître l'Afrique. Comme si vous pouvez être spécialiste de la France sans avoir les rudiments de la langue française. Ce serait une moquerie. Comme si vous pouvez être spécialiste de la Grande-Bretagne sans avoir les rudiments de la langue anglaise. Mais tous sont spécialistes de l'Afrique sans connaître un traître mot de nos langues. Mais ils peuvent broder sur quelques proverbes et pensant avoir, n'est-ce pas, le top secret du top secret de ces proverbes-là et l'expliquer à d'autres nègres. Vous voyez très bien que nous, on peut se dire être spécialiste de la langue française parce que nous la parlons. Mais de quel droit se permettent-ils de dire qu'ils sont spécialistes de nos langues? Alors, il y a une autre incongruité, c'est une petite digression qu'on appelle aujourd'hui au Cameroun les routes de chefferie. Vous voyez, on prend les lécodermes de tout genre, ils viennent chez nous, ils font les routes de chefferie, sans maîtriser une seule de nos langues, et ils ont la prétention de nous expliquer nos traditions. Alors, l'abbé Proyard, pour ne pas tomber dans ce piège-là, qu'est-ce qu'il fait? Ayant été nourri avec toute la littérature négrophobe de l'époque, décide de rentrer en Afrique pour pouvoir étudier par lui-même. Et il constate que pour pouvoir comprendre, le portugais se parlait déjà dans l'empire du Luango, se parlait au Kakongo, puisque les Portugais sont les premiers, n'est-ce pas, à avoir colonisé, n'est-ce pas, cet espace. Alors, mais il décide de ne pas parler le portugais. Il décide donc de parler les langues locales. Hein, quand on parle de langue locale, c'est le Kikongo. Le Lingala. Hein, c'est le Lingala et le Kikongo. Alors, il décide donc de parler les langues afin, n'est-ce pas, de comprendre quelle est la teneur de cette civilisation. Parce que la langue est la courroie qui permet de transmettre des valeurs. La langue est le socle qui permet de bâtir une vision du monde. Parce que sans la langue, on est à côté de la vision du monde. Alors, il décide donc de l'apprendre. Et c'est à partir de là qu'il produit donc cet ouvrage magnifique dans lequel il montre aux Occidentaux quelle a été la profondeur de la civilisation du Luango, de Kakongo et des autres royaumes africains, son titre le dit. Donc ça veut dire qu'il est parti par une sorte de similitude. Et il s'est dit qu'en étudiant ces deux royaumes-là, il peut, par ricochet, comprendre tous les autres royaumes africains. Et c'est le travail magnifique qu'il a fait, dans lequel, à travers la langue, il nous montre que, justement, le latin tel que parlé, le hébreu, a des similitudes frappantes avec la langue, le Lingala et le Kikongo. Il est frappé par ces similitudes.
Et il fait donc des conjectures. Il dit, bon, peut-être que quand Hannibal, n'est-ce pas, a tapé les Romains se seraient réfugiés en Afrique. Mais il dit que non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas la trace d'un seul Exactement. latin, sur le plan historique, d'un seul latin qui se serait réfugié au cœur de l'Afrique. Il dit c'est pas possible. Mais il dit quelles sont ces similitudes-là qui sont si frappantes. Il prend le ben qu'on a chez nous, le béné latin, on dit le nota bene, notez bien. Il voit le béné, avec le kikongo, le lingala, il fait des rapprochements. Il se dit mais ça c'est pas possible ça. Comment on peut retrouver ces similitudes linguistiques? Il dit que ce n'est pas juste des mots, il y a des phrases, n'est-ce pas? Et ça frappe son imagination et il s'est dit, tiens, nous avons mal compris ces gens. Nous les avons mal interprétés parce que nous sommes en plein esclavage, ils sont dominés, c'est vrai, mais apprenons à restituer la vérité. Donc voilà, de manière globale. Et il cite donc d'autres auteurs qui sont partis à d'autres endroits en Afrique, notamment au Sénégal. Il recoupe les informations que ces auteurs-là ont eues du Sénégal, qu'il reproduit dans son ouvrage pour montrer effectivement que l'Afrique était une Afrique glorieuse. Pour montrer effectivement que la civilisation africaine est une civilisation qui était des plus rayonnantes. Et d'ailleurs, quand il vous décrit comment les villes sont, quand il vous décrit comment sont les avenues, quand il vous décrit la mentalité de ces peuples, mais vous êtes frappé. Votre imagination est frappée. Voilà, justement, avec toi, frère, nous allons relire cet ouvrage pendant 1h30. Nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire savoir exactement quelles sont les thématiques abordées dans cet ouvrage qui, je rappelle, est Histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique. La première question que je vais te poser, frère, est celle de savoir comment est-ce que l'abbé, comment et où est-ce que l'abbé Proya situe-t-il le royaume Kakongo? Le royaume Kakongo, dans cet ouvrage. Le royaume Kakongo part généralement du grand royaume Congo. Et nous savons très bien que le grand royaume Congo quitte de l'Angola jusqu'au sud du Cameroun. C'est ça le grand royaume Congo. Maintenant, le Luango, c'est essentiellement l'Angola. Maintenant, le Kakongo, c'est le Congo-Brazza actuel et le Congo-Kinshasa. C'est ça, mais c'est dans le grand royaume Congo. Le grand royaume Congo, où on a connu des grands rois, n'est pas une grande reine, Anzinga. Anzinga. Voilà, la grande reine Anzinga. Alors, vous voyez très bien qu'il situe, du moins, le Luango et le Kakongo dans ces espaces-là. Dans le Luango, l'avons-nous dit, c'est l'Angola actuel. C'est ça le Luango. C'est l'Angola actuel. Le Kakongo, c'est le Congo Brazza et une partie du Congo Kinshasa. Donc, dans le Grand Congo, on vient jusqu'au sud du Cameroun. Vous voyez? Et dans cette étude-là, il a essayé de parcourir ces Congos et il a vu très nettement qu'en fait, quand on parle du Kakongo et du Luango, c'est la même langue en fait. Le Kikongo et le Lingala, c'est la même langue. Sauf que, bon, il y a des variantes dialectales, comme on dit. Mais c'est la même langue, fondamentalement. Oui, c'est la même langue. Et, ayant donc étudié cette langue-là, il a constaté que tout cet espace-là, parlait la même langue. Et il s'est servi donc de l'étude de ces langues-là pour pouvoir produire, justement, l'ouvrage qui essaye de mettre en exergue le rôle profond de ces civilisations. Et pourquoi l'a-t-il fait? Et vraiment, je tiens à le rappeler parce que la littérature, moi, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est très rare de voir un occidental qui remet en cause ce que ses pères ont fait à un certain moment donné de l'histoire, et notamment en ce qui concerne l'histoire de l'Afrique. Venir me remettre en cause, n'est-ce pas, des travaux qui ont dénigré, rabaissé l'Africain parce qu'à un moment de son histoire, légalement, il a été vaincu. Il revient et il parle, parlant de tout ce que les auteurs européens ont écrit de l'Afrique. Il dit que ce sont des récits calomnieux. Alors, quand on calomnie quelqu'un, ça veut dire qu'on raconte du mensonge sur lui. C'est pour le salir. Il dit, on a fait des récits calomnieux. Et ces récits calomnieux, il se charge donc de les corriger. Il les corrige donc justement en partant de la linguistique d'abord, en partant de la civilisation dans le sens politique,
et dans le sens social, il montre comment ces royaumes africains avaient une forte idée de l'État, avec une forte idée de la politique, avec une forte idée des valeurs. Et c'est cette forte idée des valeurs qui font que c'était des endroits où on connaissait très rarement le crime. Ça, c'est la première chose. C'était des endroits très paisibles. Parce que raconte-t-il dans un passage, les gens laissaient leurs portes ouvertes. On n'avait pas besoin de fermer les portes. Quand les gens partaient vaquer à leurs occupations quotidiennes, ils laissaient, tout était ouvert. Il n'y avait pas idée que quelqu'un entre chez une autre pour pouvoir voler. Et il raconte également que dans ces entrefaites-là, le partage était quelque chose de naturel. C'est pourquoi, reprenant un autre auteur qui dit que quand les Africains ont été retrouvés dans les Antilles, avec toute la difficulté existentielle qu'ils ont connue là-bas, ils ne se privaient pas de partager le moindre morceau qu'ils avaient entre eux, les frères. Et à chaque fois, avant soit de boire un rhum, soit de manger un gâteau, ils faisaient d'abord une libation pour le vin, c'est-à-dire ils versaient d'abord un peu au sol avant de se partager entre eux, quelle que soit la petitesse de ce qu'ils pouvaient avoir. Donc on voit très bien que, dans une émission précédente, on a parlé des valeurs. On voit très bien que c'était des valeurs et c'est ce que l'abbé Brouillard constate. Et c'est ce qu'il a justement appris effectivement au Luango, à Luango et Kakongo. Et il dit, est-ce que c'est à ces gens qu'on va apprendre le aimez-vous les uns les autres? Ils le pratiquent mieux que quiconque. Donc si on les apportait l'évangile de aimez-vous les uns les autres, ça n'a pas de sens chez eux. Parce qu'ils savent ce qui veut dire aimez-vous les uns les autres. Parce qu'ils sont dans le sens du partage. Donc vous voyez très bien que l'abbé Brouillard, il serait important que les Africains le lisent fondamentalement. Ça veut dire qu'il descend en Afrique avec déjà une certaine prééminence compte tenu des ouvrages qu'il a lus en Occident. Effectivement. Mais très intelligent et ayant ses moyens pour l'accompagner, il a souhaité venir justement toucher du doigt en Afrique. Et il se rend compte que c'est le contraire justement de ce qui s'est dit. Et il a eu l'honnêteté donc intellectuelle de restituer ce qu'il a appris en Afrique. Et il y en a justement beaucoup d'autres penseurs comme ça de bonne foi. Hein. On peut citer également Edgar Morin. On peut citer également Jean-François Champollion. Plus loin derrière, qui justement a été assassiné parce qu'il était en train de montrer aux yeux du monde quelle était la civilisation africaine. Effectivement, parce que c'est ça l'important, toucher du doigt. Parce que il est très facile de pouvoir lire des comptes rendus et dans des contextes comme celui-là, c'est-à-dire comme cela, un contexte de traite négrière, où on a ravalé l'Africain au rang d'animal, même pas d'animal, de chose, bien meuble, parce que c'est ce que dit le Code noir de Colbert. L'Africain est un bien meuble, et le bien meuble n'a pas de sentiment. Hein, le bien meuble, c'est une table, c'est une chaise, c'est... Tu peux décider de faire de ce bien ce dont tu veux. Alors, parce que les Slaves, qui sont une population de l'Europe centrale, le code slave de l'époque disait qu'ils sont bien cheptels. Ils sont animaux. L'animal peut crier quand même quand il a la douleur. Mais la chose ne peut pas crier quand elle a la douleur. Parce que c'est une chose. Et, curieusement, il faut baptiser cette chose. C'est-à-dire, vous avez une table que vous baptisez. Et le code noir vous dit qu'une fois arrivé en colonie, le propriétaire a 8 jours pour baptiser, sinon il paye les amendes. Exactement. Le baptiser dans 8 sinon il paye les amendes. Donc, vous voyez la dichotomie qu'il y a entre, n'est-ce pas, cette action, bien cette parole, ou bien cette chosification de l'être, et le fait de le baptiser. Comme si vous prenez, on ne baptise même pas un animal. À plus forte raison, une chose. Alors, il faut baptiser le bien meuble. L'abbé Brouillard, donc, étant nourri à cette source, notamment catholique, puisqu'il était prêtre de l'église, connaissant toute la liturgie catholique, décide de venir. Et il vient
il fait donc un compte rendu de ce qu'il a vu et de ce qu'il a touché du doigt. Et ce compte rendu, c'est lequel? Et moi, j'ai même la prétention de dire que à la fin, l'abbé Proya n'était plus prêtre. Parce qu'il a commencé à remettre en question, n'est-ce pas, certaines parties de l'évangile. Donc voilà justement l'ouvrage présenté sur le petit écran, voilà. Histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique. Alors, ayant donc compris cela, il s'est dit, est-ce que l'évangile a encore un sens dans un pays comme celui-ci? Avait-on besoin, pour quelque raison que ce soit, de venir évangéliser ces gens et les esclavagiser? Pourquoi? Parce que justement, tout ce que dirait l'évangile, ils le pratiquent, ils le vivent, sans avoir un texte sacré qui viendrait de quelqu'un. Ils le pratiquent, les vivent. Donc ça veut dire que ce sont des valeurs qu'ils charrient depuis des millénaires. Et ces valeurs, ce n'était pas de l'hypocrisie. Ah, il y a un autre auteur, je vais retrouver son nom. Il raconte une scène qui s'était passée toujours dans l'Empire du Congo, où un blanc l'avait accusé d'avoir volé. Quand on le prend pour l'amener au tribunal, quand on l'accuse, donc ce blanc l'accuse, ce le codem l'accuse, il dit, tu me prends pour un... Le noir qui répond, il dit, tu me prends pour un blanc ou quoi? Comme pour dire que... Parce qu'on sait que chez les noirs, on ne volait pas. On ne volait pas. Tu me prends pour un blanc ou quoi? Alors, il rapporte, parce c'était un voyage qu'il avait fait, il voyageait aussi pour découvrir l'Afrique. Il a vu donc ces hautes valeurs que les Noirs charriaient entre eux. Alors, l'abbé Proya décrit comment se situait l'empire du Luango. Dans sa description, il reprend la description qui ont été faites du moins avant lui. Mais il revient sur des éléments où il vous dit les rues étaient d'une clarté innommable. Il reprend là donc un autre français, naturaliste français, Michel Adanson. Justement. Michel Adanson qui était au Sénégal. Où Michel Adanson dit que le Sénégal c'est l'Élysée. Et il dit que les villes africaines n'ont rien à envier aux villes occidentales. Michel Adanson dit que le Sénégal c'est l'Élysée, le paradis sur terre. Le Sénégal. L'abbé Proya reprend donc les thèses de Michel Adanson, qui était naturaliste français, l'avons nous dit, dans son histoire naturelle du Sénégal, où il vous décrit comment était le royaume du Sénégal. Et ça, c'est pour avoir visité un seul pays. Un seul pays. Un seul pays, rendez-vous compte. Alors, dans cette logique, donc, Proya fait la même démarche et dit, moi je vais découvrir. Il raconte donc comment était le royaume. Il raconte quelles sont les mœurs des populations. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de vol, il n'y a pas. Et il dit que l'évangile n'a pas sa place là. Parce qu'ils connaissent, je vous ai cité tout à l'heure, le aimez-vous les uns les autres. Ils le connaissent mieux que tout autre homme sur la terre. Ils n'ont pas eu besoin de lire ça dans un livre. Parce que c'est quelque chose de naturel. Exactement. Et dans son étude comparative donc, entre le latin, les langues hébraïques, il note effectivement que, mais il n'arrive pas à cette conclusion qui voudrait que ce soit l'Afrique qui ait donné l'essence de ces langues-là à ces différents peuples. Mais il constate simplement. D'ailleurs, comment vous l'appelez, ce n'est pas Samael Aounouveyor, celui qui a écrit Les Grands Initiés, comment son nom m'échappe, Édouard Churé. Édouard Churé, dans un de ses livres, montre que l'écriture hébraïque est l'écriture égyptienne en fait. Il prend un certain nombre de lettres dont il fait les comparaisons. Il va de même pour l'arabe. L'arabe, c'est le hiératique dégradé. Et ils ont pris une forme de l'écriture égyptienne qui était de la gauche vers la droite. C'est de la droite vers la gauche, pardon. Et c'est ce que l'arabe a récupéré. Exactement. Donc vous voyez que si on revient avec l'analyse de Proya, pour comprendre le latin, on va constater très nettement que ce sont les langues africaines, notamment le lingala, qui a donné le latin. La preuve, on a dit l'émission précédente que les pélages, c'était des nègres. Et ce sont des pélages qui sont venus du fond de l'Afrique, qui sont allés là-bas. Ça veut dire qu'ils y ont apporté même le patrimoine linguistique. Et ce patrimoine linguistique est resté dans les langues latines, n'est-ce pas, ou les langues romanes, qui plus tard se sont développées.
Et vous savez très bien que même le français lui-même, c'était des langues très pauvres. Le grec est une langue pauvre. Parce que 25% des mots grecs sont d'origine africaine. Exactement. Ça prouve que le grec est une langue pauvre qui ne pouvait pas exprimer certaines réalités. Il va de même du latin. Donc vous voyez très bien, en faisant ces comparaisons, il s'est dit, mais je pense pour ma part que ce pays qui aujourd'hui, il reprend un peu les thèses de Volney, qui est devenu aujourd'hui notre esclave, et l'objet de tout notre mépris. Et l'objet de notre mépris, c'est un pays, bien c'est un continent, qui a donné l'essentiel de la civilisation à l'humanité. Les arts et la science. Les arts et la science. Et dans la logique donc de Proya, vous allez voir que le fait d'avoir soumis les Africains à l'esclavage, du moins à la traite négrière. Et il faut souligner que ça, c'est à une période où il n'y avait pas encore ce découpage géographique. Effectivement. C'est pourquoi quand on parle de Luango, Kakongo, c'est tout l'espace dont tu as cité tout à l'heure. Effectivement. Effectivement. Mais je vais vous citer aussi Jean-Jacques Rousseau. Jean Rousseau, dans l'un de ses livres, Discours sur les arts et les sciences, il dit, s'il était un roi africain, il mettrait à l'entrée de son royaume une potence. De sorte que tout Africain qui essayait de s'échapper, il le couperait la tête, il le décapiterait. Et toute personne étrangère qui essayait d'entrer dans ce royaume, il le décapiterait. Il explique. Il dit parce que, celui qui sort, il part rencontrer des mœurs qui sont des mœurs qui peuvent détruire le royaume. Celui qui entre avec ses mœurs pour détruire le royaume. Pourquoi le dit-il? Il estimait que l'Afrique, le continent africain, était la terre où les hommes avaient les plus grandes valeurs estimables. Ça, c'est la thèse de Jean-Jacques Rousseau. Donc, vous voyez très bien qu'à une certaine période de l'existence, même l'Europe occidentale reconnaissait de vive voix que cette terre est la terre où, n'est-ce pas, les Africains connaissaient mieux la divinité, le divin, que tout autre peuple sur la terre. C'est pourquoi, pour détruire les thèses de Pétré Grenouillot, l'Afrique n'a jamais connu l'esclavage. Jamais. Parce qu'on estimait que tout est valeur. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on va abondamment épiloguer là-dessus dans les prochaines éditions, notamment sur l'esclavage, la traite négrière et les razzias, parce qu'il ne faut pas faire de confusion. Effectivement. Entre la traite et les razzias négrières. Parce qu'il y a beaucoup, justement, et même des chercheurs africains qui disent effectivement que l'esclavage même a commencé en Afrique, tout simplement parce qu'il y avait certains rois qui vendaient certains de leurs sujets. Bon, c'est une question dans laquelle on va entrer de plein pied prochainement. Mais l'abbé Proya tense donc ses compatriotes, tense les hommes de race comme lui, les hommes de sa race, parce qu'il dit que justement, ils font une étude, je le cite, superficielle de l'Afrique. Une étude superficielle. Et c'est quoi une étude superficielle? J'ai entendu qu'on a entendu dire que. Et à partir de là, je me mets à gloser. Et ça peut me permettre, c'est pourquoi je dis justement que Arthur de Gobineau n'a jamais visité l'Afrique. Raoul Allier n'a jamais visité l'Afrique. Les Kant, Victor Hugo. Il n'a jamais visité l'Afrique. Gumpovitz n'a jamais visité l'Afrique. Ils sont héritiers des préjugés sur le continent. Et ces préjugés les ont permis de faire leur littérature nauséeuse et nauséabonde que nous avons aujourd'hui. Parce que mesurer un homme à travers sa boîte crânienne, mesurer les mensurations de son crâne, mesurer les mensurations de ses bras, mais ça n'a rien de scientifique pour des gens qui voulaient se passer pour scientifiques. Alors, parce que les autres sont dans la glace, vous estimez qu'ils sont plus réfléchis. Parce que les autres sont dans la chaleur du midi, vous estimez qu'ils réfléchissent moins. Parce que la chaleur les empêche de réfléchir. Et justement, Proya le dit avec autorité dans cet ouvrage, tout simplement parce qu'il a appréhendé ces peuples-là, il a appréhendé la langue. Effectivement. Tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il a appréhendé ces langues-là pour permettre de comprendre véritablement le vécu, n'est-ce pas, de ces peuples-là. Donc c'est avec autorité qu'il parle dans cet ouvrage. Effectivement. Parce que dans la langue est le socle même de la pensée philosophique. Parce que si vous ne maîtrisez pas une langue, vous ne pouvez pas maîtriser la pensée de ce peuple.
encore moins sa pensée philosophique. Donc, c'est le rôle que Proya fait. C'est pourquoi il a détecté dans ces similitudes entre le lingala, le kikongo et les langues latines. Et ces similitudes lui ont permis de comprendre certains concepts. Le concept de l'État, le concept notamment de Dieu, de la divinité, n'est-ce pas? Le concept de l'homme même. C'est quoi l'homme? Parce que généralement, quand vous voyez, quand on dit homme, bon, c'est par exemple, on s'exprime en français. Homme vient de on. Et on nous a dit que on, c'est un pronom indéfini. Ça, c'est les langues latines qui nous disent ça. Donc, vous voyez pourquoi ils peuvent tuer quelqu'un, parce que c'est indéfini. Exactement. Alors, personne vient de persona, qui veut dire fondamentalement masque de théâtre. Vous voyez très bien que ce n'est qu'un masque de théâtre. Dans le masque de théâtre, on peut le froisser, on le jette. Donc, c'est pourquoi ils n'ont aucune considération fondamentale pour l'homme. Parce que tout ce qui ramène à ça est quelque chose de dégradant. Exactement. Chez l'Africain, on dit Muntu. Le Muntu. Le mou et le nti. C'est lui qui a en dedans. Oui, c'est l'homme fait. C'est lui qui a la tête. C'est ça le Muntu. Alors, donc vous voyez que quand nous on qualifie de Muntu, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Exactement. Ça n'a rien à voir avec la mensuration du crâne. Ça a à voir avec les valeurs que vous avez. C'est ça le Muntu. Et c'est pourquoi les Africains disent que on ne juge pas de l'homme à sa couleur, on juge à son cœur. Et je pense que l'abbé Proya, l'ayant donc étudié, a très bien compris quel était le sens que les Africains portaient à la chose. C'est pourquoi il détruit la thèse, n'est-ce pas, les thèses qui circulent, notamment sur l'esclavage qui serait né en Afrique, les thèses de Pétré Grenouillot, l'esclavage qui serait né en Afrique et que tout le monde a participé. Il détruit ces thèses en montrant justement que un peuple qui charrie de telles valeurs, qui a une telle considération pour l'homme, ne peut pas prendre un autre homme et le vendre. Exactement. Et il éduque donc l'Occident. C'est pourquoi il dit, je peux comprendre que ceux qui ont repris les analyses superficielles, n'est-ce pas, et les récits calomnieux, le font de bonne foi, parce qu'ils n'ont jamais connu l'Afrique. Je peux le comprendre, mais je ne peux pas comprendre dans le sens où ils analysent sans comprendre. Parce que c'est ça la grande différence. Exactement. Pour quelqu'un qui a vécu, il y a un autre auteur, il est britannique, je veux trouver son nom, il était capitaine. Il est arrivé, il étudiait les religions africaines. Il constate que les religions africaines, notamment il parle de l'animisme, que l'animisme égyptien est le même animisme que les religions africaines. Mais, comme il est esclavagiste, raciste dans l'essence, il dit, ils bercent tous dans l'ignominie de l'animisme. Mais il reconnaît quand même quelque chose, que ces cultures sont identiques, que ces rituels sont identiques, que cet animisme qu'il qualifie est identique. Alors, vous voyez très bien que, quand nous analysons cela, nous constatons que l'abbé Proya peut être qualifié, comme le professeur Cheikh Diop le disait, de savant de bonne foi. Bien qu'étant prêtre, il a su restituer la vérité historique. Et c'est la restitution de la vérité historique qui nous intéresse. Parce que, au demeurant, il ne sert à rien d'entrer dans un combat où on va nous taxer de racistes à rebours. Ce qu'on a fait au professeur Cheikh Anta Diop en disant, vous détestez tous les blancs. Non, nous ne détestons pas les blancs. Parce que comme nous avons l'habitude de dire, le racisme est une question de blanc. Et je pense qu'il y a une Nigériane qui a écrit un livre à propos. Le racisme est une question de blanc. L'Africain n'est pas raciste. L'Africain considère le monde tout. C'est vrai, quand tu viens, on ne te déclare pas par la couleur de ta peau. De ta peau, exactement. On voit à ton cœur. Et c'est ça fondamentalement. Si ton cœur est un cœur qui peut accueillir la vérité, la ma'at, mais on te considère comme un être humain. Exactement, puisque ça sera, il fait bien de le préciser dans son ouvrage. Ce serait une incongruité et même contradictoire, n'est-ce pas, d'avoir des valeurs et aller contre ces valeurs, et compte tenu qu'il y a justement un régulateur de tout ça. Effectivement. Parce que ce qui est fondamental, ce n'est pas tant que l'Africain ait été mis en esclavage ou fait la traite négrière. Ce qui est fondamental, c'est l'idée ou l'idéologie qui a permis à ce que l'Africain soit mis en esclavage. Et c'est cette idée-là qui est pernicieuse, qu'il faut détruire. Et je pense que Proya nous y a aidé en détruisant cette idée pernicieuse. Parce que le motif, c'était lequel? Les Africains végètent dans la sauvagerie
l'adultère, ils ont plusieurs femmes, plusieurs enfants, et ils végètent dans le cannibalisme. Exactement. Ce sont des sauvages rédhibitoires qu'il faut absolument civiliser. C'était ça l'idée qui était charriée. Et les Occidentaux ont cru, de bonne ou de mauvaise foi, qu'il était normal que des gens pareils puissent être mis en esclavage pour pouvoir, n'est-ce pas, recevoir un peu de civilisation. Donc, Proya vient donc dire non. Ces hommes étaient civilisés. Plus civilisés que certains pays d'Europe. Ils connaissaient. D'ailleurs, en Afrique, il y a une photo de l'Ouest Cameroun qui a été prise de la période allemande, je pense c'est 1881, où on montre les buildings à l'Ouest Cameroun, faits en bambou. Exactement comme les Twin Towers aux États-Unis. En bambou, à plusieurs niveaux. Quand on regarde cela, on se dit, mais tiens, quel est ce peuple qu'on voulait donc civiliser, qui pouvait déjà bâtir? D'ailleurs, quand on décrit le Ghana, on vous dit qu'il y avait des maisons à 4 niveaux, avec dalles. Ce qui n'existait pas en Angleterre, à la même période. Mais les Africains connaissaient déjà faire la mezzanine pour faire les maisons à étages. Allons plus loin avec les pyramides. Avec les pyramides. Quand on prend par exemple la pyramide de Gizeh. Vous voyez, il y a ces éléments que Proya donc revient dessus. Il a étudié des royaumes précis où il vous fait montre de cela. Alors pourquoi l'étudie-t-il? Parce que à un moment donné de notre histoire, il y a des Occidentaux qui sont interrogés sur la nécessité que l'Europe avait à aller coloniser les autres. Exactement. Ils se sont dit, mais est-ce nécessaire d'aller? On leur a raconté des arguties suivant laquelle, si tu pars là-bas, toi-même tu seras mangé. Les Africains sont des cannibales. Dès que tu vas arriver au rivage, comme ça, on t'attrape, on te fait manger, on te boue, on te mange, on te bouillonne, on te mange. Alors ça fait que, premièrement, il y a beaucoup d'entre eux qui avaient cette peur bleue de l'Afrique en disant, mais ce sont des sauvages. Mais personne n'avait jamais pris le courage de s'y rendre. Et c'est ce qui a induit le racisme jusqu'à nos jours. Effectivement. Pour ceux des Occidentaux qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, ayant subi ou alors suivi une autre histoire de l'Afrique, maintenant une fois au contact de ces Africains-là, on les considérait comme les cannibales. Et par conséquent, il fallait les mettre, les reléguer au second plan. De le racisme qu'on continue de voir jusqu'à aujourd'hui dans certains pays. Effectivement. C'est une culture en Occident. C'est une culture. On le voit même dans les stades de football. Effectivement. Des cris de singe. D'ailleurs, on avait dit que la peau noire est liée à la crasse. Et ça continue même en Occident jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez un noir quelque part, les leucodèmes se lèvent parce qu'on estime qu'il est sale et il charrie un certain nombre de maladies. Ce sont des préjugés qui sont restés. À une certaine époque, même on ne prenait pas le même bus avec les noirs. Effectivement. Bon, on a le cas aux États-Unis. Là, c'était un racisme à outrance aux États-Unis. Alors, vous voyez très bien que la peinture qu'on a faite de l'Africain était une peinture, n'est-ce pas, qui desservait l'Africain. Et quand bien même des savants de bonne foi, comme Bonaventure de Proya, qui ont eu le courage d'aller en Afrique, étudier par eux-mêmes, vous allez voir que leurs ouvrages ont été ostracisés. Exactement. Mais allez dans les bibliothèques en France, si vous allez voir l'ouvrage de Proya. Ce sont des ouvrages qui sont dans des lieux très secrets, où c'est une certaine élite qui lit. Parce que, justement, mettre de pareils ouvrages à la disposition des nègres, ou des Européens eux-mêmes, ça va faire changer, n'est-ce pas, la mentalité de ces derniers, leur imaginaire. Ça va faire changer leur imaginaire et ils auront une autre. Parce que craint le système? C'est qu'il y ait une coalition des peuples. C'est ce que craint le système. Parce que cette coalition des peuples va engager son déclin. Parce que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, que ce soit les jaunes, nous subissons tous les âpretés du système. On a l'exemple avec l'affaire des gilets jaunes en France. Ce sont les âpretés du système. On a cru qu'il n'y a que l'Afrique qui connaissait des moments de galère, mais on voit que même en France, il y a la galère. Exactement. Et que les gens sortent dans les rues pour réclamer. Alors, s'il y a cette coalition-là entre les peuples et que les gens prennent conscience que on a un même objectif, c'est de
détrôner ceux qui nous gouvernent et nous rendent la vie impossible, ça en est fini pour eux. Donc, ils maintiennent dans ces écarts, ils maintiennent donc ces préjugés, justement pour que les peuples restent antagonistes. Et ces préjugés-là, ils ont ramené chez nous. Quand d'un côté, mais quelque chose va vous surprendre. Quand il y a la traite négrière, pourquoi les Occidentaux ne sont jamais montés plus en Afrique du Nord? Et pourquoi les Arabes ne sont jamais plus descendus dans le Sud? Alors, on constatera qu'il y a eu une entente tacite entre les deux. Pour que chacun gère, n'est-ce pas, sa traite dans son domaine. Puisque c'est à travers même l'Afrique du Nord, justement, que la traite arabo-islamique, effectivement, n'est-ce pas, est passée. Est passée. Pourquoi cela? Et on va retrouver ça encore chez nous aujourd'hui. La dissension entre les Africains, c'est laquelle? C'est une dissension de religion. Les religions, fondamentalement. Exactement. Les chrétiens qui ne s'entendent pas avec les musulmans. On a vu en Centrafrique où les chrétiens et les musulmans se sont entretués. Hein? Les chrétiens et les musulmans qui ne s'entendent pas, les musulmans, les chrétiens et ceux qui sont restés africains qui ne s'entendent pas, en fait, c'est ça. C'est-à-dire disperser la foule. Disperser, n'est-ce pas, les brebis de la bergerie pour que ces brebis ne fassent pas troupe. Pour que ces brebis ne fassent pas troupe pour attaquer. Et à chaque fois qu'on aura ces dissensions religieuses, ces dissensions civilisationnelles, l'Afrique ne sera jamais une pour pouvoir porter d'une seule voix son combat. Et justement, il ne pourra donc pas avoir une vision commune. Effectivement. Quelqu'un me disait une fois, vous ne vous entendez jamais. Les chefs d'État africains, quand ils se réunissent, chacun sort toujours, ils sortent en queue de poisson. J'ai dit, c'est normal. Parce que l'autre, il est chrétien et franc-maçon. L'autre est musulman franc-maçon et il fait l'iboga. L'autre encore est rosicrucien de l'or. L'autre est rosicrucien à mort qui ne s'entendent pas. Mais vous ne pouvez pas prétendre que des gens comme ça puissent s'entendre et parler d'une seule voix. Ce syncrétisme-là et ce foisonnement de religions et ordres maçonniques et autres ne peuvent pas permettre à ce qu'ils s'entendent pour une vision commune pour le continent qui est le nôtre. Naturellement. Regardez rien que les écoles qu'ils appellent écoles de mystère. Déjà, ils se font la guerre, une guerre inouïe. Les francs-maçons sont contre les rosicruciens. Et dans la franc-maçonnerie, encore, il y a des branches qui se font la guerre. Vous voyez deux Africains, l'autre est de la Grande Loge française, l'autre est du Grand Orient. Mais ils se font la guerre, et pourtant tous sont maçons. Chez les rosicruciens, c'est pareil. L'autre est rosicrucien d'or, l'autre est rosicrucien à mort. Ils se font la guerre, parce qu'ils disent que non, ils n'ont pas la même philosophie. Et les Africains sont entrés donc dans ces contradictions, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir la même vision, on ne peut pas regarder dans la même direction. Oh, pourtant, l'Africain authentique et traditionnel n'était pas opposé à son frère. Jamais. Quelles qu'en soient des dissensions qu'il pouvait avoir, il y avait toujours un moyen de les régler sans que la grande masse ne soit même au courant, n'est-ce pas, des actes qui étaient considérés comme isolés à cette époque-là. Effectivement. C'est ce que Mbamba Basson appelle le tiers inclus. On n'avait pas de tiers exclu. L'Africain disait, il y a ça, il peut aussi avoir ça. Pourquoi? Parce que tout rentre dans l'ordre de l'univers. L'univers n'est pas dissectionné avec lui-même. Ça veut dire que ce qu'on appelle le bien, ce qu'on appelle le mal peuvent cohabiter. Sauf que il faudrait que un équilibre statique soit établi entre les deux. Et tant qu'il n'y a pas cet équilibre statique-là, il faut réglementer. Et c'est cette réglementation à laquelle l'Africain se donnait fondamentalement. Il faut réglementer les choses pour qu'il y ait équilibre pour l'avancement. C'est pourquoi on pouvait juguler la violence, on pouvait juguler le mauvais sort, on pouvait juguler la maladie, on pouvait réglementer ce qu'aujourd'hui on appelle la sorcellerie, qui n'est autre chose que la science. C'est pourquoi moi je connais des gens qui avaient ce qu'on appelle l'ivou dans le ventre, mais on a orienté l'ivou là vers un autre sens. Parce que on ne peut pas dire qu'on va détruire l'ivou. Non, on ne peut pas détruire la science. Parce que c'est une science. On ne peut pas la détruire. Mais on peut l'orienter ou l'atténuer. C'est ce que l'Africain faisait. L'Africain disait toujours, moi, la preuve, quand vous allez dans nos villages, quel que soit l'endroit du monde où vous venez, les gens vous accueillent. Moi, j'en suis un exemple patent. Quel que soit l'endroit du monde où vous venez. D'ailleurs, mes meilleurs amis sont ceux du sud de la tradition Fambeti. Quand je m'en vais, on m'ouvre les portes. Exactement comme la nature. Effectivement. Puisqu'on ne dit pas les natures, on dit la nature parce qu'il y a une seule nature. Exactement. Donc, vous voyez très bien que ce que Jean-Marc appelle l'Afrique des villages, elle n'a pas ce problème, l'Afrique des villages. L'Afrique des villages, c'est qu'on peut tout concilier. Sauf que il ne faudrait pas que les forces du désordre viennent déréglementer la société.
C'est pourquoi il faut toujours juguler les forts. Et c'est ça la dualité Horus-Seth. Seth ne cherche pas à tuer, Horus ne cherche pas à tuer Seth. C'est ce que la mauvaise égyptologie veut nous faire croire. Qu'il veut la vengeance. Non. Horus ne veut pas se venger. Parce que Seth, c'est son père. Il ne veut pas se venger de son père. Non. Il veut que, la vérité soit restituée. La preuve, c'est qu'ils ont scellé le Sématawi. Seth et Horus ont scellé le Sématawi. Parce qu'il faudrait que les deux là soient pour qu'il y ait équilibre. Parce que si on élimine Seth, il n'y a plus d'équilibre. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et je pense, dans l'ouvrage de l'abbé Proyard, il relève donc que la civilisation africaine avait atteint ce haut niveau où on ne pouvait pas s'engager directement dans une guerre avec un peuple parce qu'on convoitait ses terres. On ne pouvait pas s'engager dans une guerre parce qu'il fallait, je ne sais pas, avoir une volonté de puissance. Et à chaque fois, quand vous analysez bien l'histoire de l'Afrique, à chaque fois qu'il y a eu des guerres, c'était des guerres, premièrement, pas de prévention, mais des guerres de riposte. À chaque fois que quelqu'un était attaqué, il était obligé de riposter. Et dans la riposte, il pouvait aller jusqu'au royaume de l'autre et le soumettre. Mais il ne lui imposait pas ses dieux. Exactement. Il ne lui imposait pas sa manière de voir le monde. Il lui disait seulement, quand tu es chez moi, voilà ce que tu dois faire. Et je pense que c'est ce qui a été un peu notre point faible. Parce que l'Égypte l'a fait. Quand l'Égypte a accepté que les Hyksos, n'est-ce pas, les Mitanniens, entrent au royaume, en fait, il y a eu ceux qui sont même devenus ministres en Égypte, des étrangers, parce qu'on estimait que l'homme c'est son cœur, l'homme ce n'est pas sa peau. Le Muntu. Le Muntu. Et ça a été un de nos grands problèmes, parce que les femmes que les Égyptiens prenaient, des Mitanniennes, les leucodèmes que les Égyptiens prenaient, ces femmes-là élevaient leurs enfants suivant les mœurs dont elles sont originaires. Elles ont apporté le désordre, dans la maison. Vous voyez? Donc, l'abbé Proyard nous jette de plein pied dans cette civilisation, parce que généralement, on a une focalisation sur l'Égypte, mais pour comprendre même mieux l'Égypte, il faut comprendre ces royaumes dans le cœur de l'Afrique, n'est-ce pas, qui étaient une sorte de matrice dans laquelle la civilisation égyptienne est née. Et l'abbé Proyard revient donc dessus pour démonter les mensonges qui ont été érigés en Occident chez lui jusqu'au moment où il effectue son voyage pour comprendre la réalité des choses. Et c'est la rigueur scientifique justement qui nous pousse à la recherche des auteurs comme cela, bien qu'ils soient occidentaux. Et j'invite justement les téléspectateurs à se procurer cet ouvrage de Bonaventure, l'abbé Bonaventure Proyard, intitulé Histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique. Généralement, quand nous apportons les éléments ici, c'est vrai, on nous taxe que ce sont des penseurs africains, et qui mieux que des penseurs africains pour peindre l'Afrique comme vous êtes en train de le dire. Voilà l'exemple d'un prêtre occidental, un blanc, un français, l'abbé Proyard, qui peint l'Afrique autrement, c'est-à-dire il a pris la peine de venir en Afrique toucher du doigt le vécu des Africains, et il en a consigné dans cet ouvrage. Donc il est important, madame, monsieur, chers téléspectateurs, de vous procurer cet ouvrage de Bonaventure Proyard, frère. Bonaventure Proyard, à la suite des auteurs grecs anciens, met un accent particulier sur la primauté de l'homme noir comme étant celui qui possède les valeurs les plus évoluées. Diodore de Sicile, dans le livre 3, considère les Éthiopiens. Parce qu'on dit Éthiopien, ce n'est pas le territoire Éthiopie qu'on a aujourd'hui. L'espace géographique. L'espace géographique, non. L'Éthiopien, c'est tous les Noirs. Éthiops, c'est tous les Noirs du continent. C'est les Éthiopiens. C'est comme ça que les Grecs voyaient la chose. Comme tous les Noirs du continent africain. Alors, Diodore de Sicile dit que les Éthiopiens sont les êtres les plus pieux de la terre. Les plus pieux de la terre. Et c'est ce constat que l'abbé Proyard fait également. Quels sont ces hommes qui ont un fort attachement, une forte empathie pour l'homme? C'est quoi ces hommes? Quels sont ces hommes qui n'ont pas de considération? C'est-à-dire, l'Afrique n'a pas eu un concept de la guerre
comme étant valeur civilisationnelle. C'est-à-dire que il n'y a pas eu un construit sur le plan de la civilisation pour faire de la guerre un élément fondamental de la civilisation. Parce que la guerre n'était que des moments de crise que les États pouvaient avoir. C'est pourquoi justement on n'a pas développé des armes très sophistiquées. Et justement, quand on nous a attaqués de toutes parts, nous étions désarmés. Nous n'avions pas d'armes pour nous défendre. Pour nous défendre. Si on avait construit la chose guerre, on aurait aussi, comme les autres, pas un armement assez conséquent pour rivaliser. Effectivement. Le fait qu'ils soient en guerre permanente a fait qu'ils développent également des tactiques et des techniques pour pouvoir éliminer leurs ennemis de manière très fulgurante. Et c'est ça qui a fait qu'ils développent toute la technologie de guerre jusqu'à aujourd'hui que nous avons. On nous dit qu'il y a les Satan 3. Vous voyez que c'est cette attitude permanente, mais l'Afrique ne l'a pas eu. Des missiles Mach 20. Mach 20. C'est-à-dire un missile qui va 20 fois plus rapide que la vitesse de la lumière. Vous voyez un peu. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que on peut se dire que effectivement les Africains étaient les hommes les plus pieux de la terre. Ça c'est Diodore de Sicile. C'est Diodore de Sicile qui le dit dans son livre 3. Prenons Homère également. N'est-ce pas? Qu'est-ce l'Iliade? Que dit Homère dans l'Iliade? Qu'il arrivait que les dieux de l'Olympe s'absentent pendant 12 jours. Parce qu'ils venaient en tuer les Éthiopiens. Parce que les Éthiopiens ont les sacrifices les plus agréables aux dieux. Parce que les Éthiopiens sont les seuls sur la terre qui connaissent adorer les dieux. Parce que les Éthiopiens sont ceux-là qui connaissent mieux prier Dieu. Et les dieux grecs donc de l'Olympe s'absentent 12 jours, pas pour aller en Grèce, mais pour venir en Éthiopie. Donc on voit le relationnel. Qu'est-ce que veut dire Homère? Ça c'est Homère dans l'Iliade. Oui. Que veut dire Homère? Homère veut dire que les dieux ont deux mains. Le ciel et l'Afrique. En fait, c'est de manière concrète ce qu'il veut dire. Parce que l'Olympe, c'est le paradis. Exactement. Donc, les divinités ont deux séjours. Un séjour qui est le paradis, le ciel, ce qu'on veut, et un autre séjour qui est l'Afrique. Et le séjour terrestre, donc, ce n'est qu'en Afrique. Parce que, quand vous allez analyser fondamentalement toutes les religions du monde, vous allez constater que l'essentiel de leur rite, l'essentiel de leur liturgie, c'est africain. D'ailleurs, on va refaire une analyse peut-être sur le christianisme. On va faire une émission dessus. Les similitudes entre le christianisme et l'islam. Exactement. Ou, pour donner une similitude, ces deux religions ont programmé leur fin. Et, dans ces deux religions, celui qui mettra fin à ces religions, c'est un nègre. Chez les catholiques, c'est caput nigrum, c'est-à-dire la tête noire. Et chez les musulmans, c'est Dul Suwa Kaitaïn, un abyssin, un Éthiopien. L'islam le décrit même. Ils vont mettre fin à l'islam. Lui, il va détruire la Kaaba. Dul Suwa Kaitaïn. Il va détruire la Kaaba. Pour dire quoi, fondamentalement? Pour dire qu'en effet, la religion vraie reviendra. Toutes les fausses religions qui ont servi à soumettre l'Africain seront détruites. Ça me fait penser justement à l'écrivaine camerounaise Calix Béala, pour ne pas la nommer, qui a dit à Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, quel qu'en soit ce que vous allez faire, on va vous envahir. Mais seulement, on ne va pas le faire avec brutalité, comme vous l'avez fait, mais on va le faire de façon naturelle, parce que le noir reviendra au premier plan de l'histoire de l'humanité, comme cela a toujours été. Naturellement, et ils ont une peur bleue que l'humanité se négrifie. Parce que, premièrement, ils sont minoritaires en chiffre de nombre. Et cette minorité crée une peur panique pour le rameau, l'écoderme. Une peur panique parce qu'ils n'accouchent plus. De plus en plus, ils deviennent vieux. Et il n'y a pas le remplacement. Ils ont même prédit le grand remplacement. Alors, la peur vient du fait qu'ils sont minoritaires de manière génétique. Ils ne nous le disent pas. C'est pourquoi ils emploient les
l'arme des faibles. C'est-à-dire toutes les armes à destruction massive que nous avons. Dissuasion. Et de dissuasion. C'est l'arme des faibles. Parce qu'ils savent qu'au corps à corps, ils ne peuvent pas. Voilà. Et il y a une de nos mamans qui est décédée en 2018, Dr. Chris Welsing, qui a écrit La clé des couleurs, de Isis Paper. Et dans lequel elle est psychiatre. Elle démontre très bien comment est-ce que l'Europe, sur le plan génétique, est minoritaire. Ils le savent. Et c'est pourquoi ils ont employé tout un ensemble de vocabulaire pour pouvoir décrire cela. Elle a pris l'exemple du sport, par exemple. Pourquoi toutes les boules ne sont jamais blanches dans le sport? Les boules sont toujours colorées. Et elle prend également l'exemple du billard. La boule la plus importante au billard est la boule noire. Et le bâton avec lequel on joue le billard s'appelle quoi? La queue. Et elle dit que c'est une manière pour le blanc, de manière psychologique, psychiatrique, de dominer le sexe noir. Parce que le sexe noir, il est puissant. Et cette puissance fait que si ils commencent à coucher avec leur femme, et cela est né depuis les champs de plantation, dans l'esclavage, ce système-là. Oui, parce que quand on analyse généralement l'esclavage, on épargne toujours la femme noire, la femme blanche. La femme blanche a contribué à aider son mari blanc dans le rabaissement de la femme noire. Aujourd'hui, on nous montre les femmes noires qui mettent les faux cheveux, qui veulent mettre les faux cils et tout ça là. Vous allez constater que quand on prend les premières photos de l'esclavage, les femmes noires avaient de très beaux cheveux. Ah ouais. Qui étaient très tombants. Parce que généralement, on croit que les femmes noires n'avaient pas de cheveux très tombants. Et c'était de très beaux cheveux. Et apparemment, les cheveux, c'est un objet de fantasme pour le blanc. Et il y a même un auteur camerounais, Thibaut Obou, justement, qui a écrit, c'est vrai que je ne me rappelle pas assez bien du titre, mais il illustre dans cet ouvrage-là, à travers des photos. Effectivement. À travers des photos, il a même démontré comment est-ce que les femmes noires entretenaient ces cheveux-là. Il a montré également les peignes de l'époque avec lesquels on façonnait les cheveux pour rendre la femme noire belle et angélique. Il y a, je pense, c'est Dalmaïda, elle doit être dans les Antilles. Elle a écrit Cheveux noirs, cheveux crépus, un titre comme ça, le titre va me revenir, où justement elle revient sur ces aspects. Que la femme noire avec de beaux cheveux, elle avait même beaucoup de cheveux, elle avait une tête broussailleuse, comme on dit, et elle prenait du temps pour entretenir ses cheveux. Donc, quand les premiers esclavagistes arrivent, ce sont ces femmes qu'on capture. Et c'est elles qui étaient violées systématiquement. Et leur corps, également, était très sensuel. Ce qui faisait que les blonds, c'était une violence vraiment inouïe. Et les femmes blanches ayant constaté cela, ont demandé que toutes les femmes soient coiffées. Qu'on taille le cheveu de toutes les femmes blanches, de toutes les femmes noires, pardon. Surtout esclaves. Oui, quand elles étaient là-bas, elles étaient déjà esclaves. Qu'on taille tous leurs cheveux. Et c'est comme ça que la tradition des femmes noires qui n'ont pas de cheveux est née. En fait, les femmes noires avaient de très beaux cheveux parce qu'elles prenaient le temps de les entretenir. Dans les champs de plantation, on ne peut plus entretenir. Exactement. Alors, vous voyez très bien que tous ces éléments font que on peut se dire à juste titre que l'Afrique, telle que dépeint par Proyard, était une Afrique glorieuse. Et dépeint, je le rappelle, nous sommes en plein esclavage. Il faut qu'on se rende compte. Nous sommes en plein esclavage, mais ce qu'ils voient est tellement épatant. Alors, qu'était-il de l'Afrique quand on n'était pas en esclavage? Admirons quand même son courage. Admirons son courage. Ouais. Qu'était-il donc de l'Afrique quand on n'était pas esclave? Qu'était-il de l'Afrique? La peinture qu'il fait, nous sommes déjà colonisés, nous sommes déjà esclavagisés, est une peinture pour le moins merveilleuse. Pardon. Alors, j'ai cité donc Homère, qui dit que l'Afrique, c'était la seconde demeure des dieux. Et William Smith, dans Dictionary of Greek and Roman, Biography and Mythology, quand il définit Aethiops, il dit, Aethiops veut dire le lumineux. Le lumineux. C'est ça Aethiops. Ce n'est pas le brûlé, c'est le lumineux. C'est ce qui fait jaillir la lumière. C'est ce qui est étincelant. Et je le rappelais l'émission précédente, il dit,
Aïtios est l'autre surnom de Zeus sous lequel il était adoré dans l'île de Chios. Et Zeus, on sait qui est Zeus, c'est Amon. Donc on voit très bien que dans la logique même des Grecs, l'Afrique était la terre du bien-être mondial. C'est pourquoi tout le monde est accouru en Afrique. On a la fameuse histoire de la Bible, où, mourant de faim chez eux, ils savaient que l'Égypte, c'est le paradis sur terre. On ne manque de rien là-bas. Ils sont tous accourus en Égypte pour pouvoir avoir, comme le dit mon maître, un peu d'oignon avec la bière. Parce qu'on savait aussi brasser la bière. Justement. Hein? Ça me rappelle justement avec Mirekovi Gomez. Effectivement. Qui mangeait les oignons. Les oignons. Le pharaon a dit que, mais c'est quoi ça? Effectivement. Qu'est-ce que vous mangez là? Donc, vous voyez que c'est dans la logique donc, de restitution de cette vérité historique que l'abbé Proya se situe. Restituer à l'Afrique son histoire. Et cette restitution de l'Afrique à l'Afrique son histoire est passée donc par l'analyse qu'il a menée, qui est une analyse formidable. Formidable. Et ça, c'est à travers une seule zone. Hein? Une seule zone. C'est-à-dire Luango, Kakongo. Kakongo. Une seule zone. Une seule zone. Alors, qu'en était-il de Mono Motapa? Voilà. Qu'en était-il de Ghana? Qu'en était-il de l'Empire du Mali? Et chacun à son niveau peignait l'Afrique. Celui qui est allé au Sénégal dit que le Sénégal est comme l'Élysée. Michel Adanson. Ceux qui sont allés à Luango, Kakongo, disent exactement la même chose et ainsi de suite. C'est ça. Michel Adanson dit que le Sénégal est un pays enchanteur. Quand vous y êtes, non, c'est un paradis. C'est-à-dire, c'est le rêve. Il n'y a pas mieux que même les contes de fées ne valent rien à côté, n'est-ce pas, de la présence au Sénégal. Un pays enchanteur, je le cite, Michel Adamson. Un pays enchanteur. On voit très bien. Et je dis, nous sommes, Adamson sort son livre Histoire naturelle du Sénégal en 1754. Nous sommes dans la traite des Noirs. On voit très bien que l'Afrique n'avait pas perdu de son naturel. Même après ce désastre. Parce qu'après, on va nous raconter un certain nombre d'histoires sur la traite négrière, sur lesquelles on reviendra. On va détruire dans les thèses de ces pseudo-savants qui pensent que, en racontant des choses, ils pensaient que les fils, les descendants de ceux-là qu'ils ont traités, n'est-ce pas, inhumainement, ne devaient pas se réapproprier leur histoire. Donc, pour revenir à l'abbé Proya, l'Afrique, donc, telle qu'il la connaît, le Kakongo, hein, le Luango et les autres royaumes, quand il dit les autres royaumes, ça veut dire qu'il a fait une analyse, n'est-ce pas, en fonction de ce qu'il a reçu. Il s'est imaginé que certainement les autres sont pareils. Certainement. Parce que je ne peux pas comprendre que je trouve un peuple aussi vertueux. Puisque le titre même de l'ouvrage est affirmatif. Affirmatif. Il est affirmatif. Donc, dans tout cela, je reviens encore sur Éthiopie parce que moi c'est important pour comprendre l'abbé Proya. Parce que l'abbé Proya parle des Africains et de l'Afrique non sous le prisme de la dénaturation ou bien sous le prisme déformant qu'on lui a servi. Il parle donc, c'est vrai qu'il ne cite pas les auteurs anciens, mais en lisant les auteurs anciens, il ne s'écarte pas de leur thèse. Pline l'Ancien dit quoi? Que Aïtiops est le fils de Vulcain. Vulcain, c'est le feu en grec. Aïtios est le fils de Vulcain. C'est ce que Pline l'Ancien dit. Et on voit très bien que le feu, c'est quoi? C'est le soleil. Et tous ces auteurs que tu cites là sont occidentaux par ailleurs. Ils sont occidentaux par ailleurs. Moi, je n'ai pas cité un Africain juste ici. Ils sont tous occidentaux. Ça veut dire des témoins vivants, parce qu'ils ont fait le déplacement pour aller en Égypte. Alors, vous voyez très bien que quand il dit que les Africains sont les fils de Vulcain, que Aïtiops c'est le fils de Vulcain, ça veut dire que les Africains sont les fils du soleil. Fils du soleil parce que justement, ils sont les premiers nés sur cette terre. Voilà. Et en tant que premiers nés sur cette terre, ils sont les premiers à avoir connu Dieu.
Et en tant que premiers nécessitaires, ils sont les premiers à avoir contemplé la nature. Et en tant que premiers nécessitaires, ils sont les premiers à avoir appliqué la vertu. Exactement. Les Égyptiens anciens parlaient des vertus cardinales. Quand on dit que c'est une vertu cardinale, ça veut dire qu'elle est indépassable. Bien sûr. Elle est indépassable. Pourquoi? Parce qu'elle respecte la nature. Rien n'est au-dessus de la nature. Et les Africains l'avaient très bien compris. C'est pourquoi les habitants de Kakongo et de Loango, ayant donc observé la nature, ont dit que un homme ne peut pas être esclave. On dit qu'on ne peut pas entrer chez un autre homme voler parce qu'il est homme comme moi. D'ailleurs, il n'y a pas un mot pour dire esclave dans nos langues. Dans nos langues. C'est vrai que beaucoup confondent esclave et serviteur. Serviteur. C'est pas la même chose. Oui. Il n'y a pas un mot pour dire esclave en nos langues. Donc, il y a ces événements qui font que nous ne pouvons que apprécier, nous ne pouvons que reconnaître l'honnêteté intellectuelle, parce que c'est de ça qu'il est question. L'honnêteté intellectuelle d'un Lecoderme, certainement, mais qui, dans une analyse froide, s'est dit, il faut que nous quittions des préjugés pour aller à une étape plus supérieure, celle de reconnaître en scène noire la primauté de l'humanité. Sinon, pourquoi, quel intérêt est-ce que Proyard trouverait à peindre l'Afrique de cette façon? Il n'était pas ami d'un roi africain. Il est venu par expérience. Et dans son expérience, donc, il a découvert cette réalité africaine qui, déjà, avait reçu une idée péjorative, n'est-ce pas, de la part de ses compatriotes occidentaux. Mais avant, l'Occident reconnaissait en l'Afrique cette primauté de la civilisation, cette primauté des valeurs. Nous avons cité un ensemble d'auteurs anciens ici qui reconnaissent, n'est-ce pas, de manière directe le fait que l'Africain ait été celui qui a connu Dieu plus que tout autre peuple sur la terre. Exactement. L'histoire de l'Afrique par les textes en sa 3e sortie aborde ce jour l'histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique. Nous prenons une courte transition et on se retrouve juste derrière pour conclure l'émission. À tout de suite. Retour sur le plateau, vous êtes sur Kemet Télévision, madame, messieurs, chers téléspectateurs, et l'émission que vous suivez, c'est l'histoire de l'Afrique à travers les textes. Et en tant que texte, nous avons un auteur, l'abbé Proyard, qui, à travers son ouvrage, l'histoire de Luango, Kakongo et les autres royaumes d'Afrique, nous permet justement d'avoir une autre lecture, n'est-ce pas, de l'histoire raconté par les Occidentaux ou alors les historiens de mauvaise foi. Alors frère, au-delà du côté linguistique, au-delà des thématiques dont on a parlé jusqu'ici, est-ce que l'abbé Proyard aborde d'autres sujets dans cet ouvrage? L'abbé Proyard s'est plus focalisé sur les deux éléments que nous avons énuméré tout à l'heure. D'accord. Parce que son objectif était de détruire un certain nombre de préjugés qui avaient été énoncés contre les Africains. Et je pense qu'il a fait avec beaucoup de maestria, parce que le fait que les Africains aient été taxés de sauvages a eu un retentissement en lui. Et le constat qu'il fait, c'est que ce ne sont pas des sauvages. Ce sont des civilisés, parfois plus civilisés que nous-mêmes. Ce sont des gens qui connaissent Dieu. Et ils connaissent Dieu parfois plus que nous-mêmes. Et ce sont les deux éléments sur lesquels il s'appuie. Et en corroborant, n'est-ce pas, son témoignage avec des ouvrages parus à son époque ou avant son époque. Donc, il s'arc-boute là-dessus pour pouvoir défendre ou bien pouvoir détruire la thèse de l'Afrique, enfant de l'humanité,
Afrique, continent inhospitalier, Afrique, cœur des ténèbres. Je veux citer un autre abbé, l'abbé Grégoire. Dans son livre de la littérature des nègres, il reprend les thèses de Brouillard. Et l'abbé Grégoire dit ceci: le peuple africain est le peuple le plus moral de la terre. Venant d'un abbé, c'est touchant. Le peuple africain est le peuple le plus moral de la terre. Et nous savons ce que c'est que la morale. La morale. Le plus moral de la terre. Ça veut dire que l'Occident s'est trouvé confronté à des gens qui avaient des valeurs qui n'épousaient pas les leurs. Et le fait que ces valeurs n'épousent pas les leurs, directement s'est installé un conflit. Parce que, si on veut bien analyser la situation, ils auraient bien voulu que les Africains soient aussi sauvages qu'ils le sont. Ils auraient voulu que les Africains les prennent et les mangent comme ils auraient souhaité. Là, cela aurait renchéri l'idée qu'ils ont diffusée au sein de leur peuple, suivant lesquels les Africains sont des anthropophages. Mais cela n'a pas été le cas. Au contraire, quand ils sont venus, les Africains sont venus les servir de l'eau. Il y a l'histoire, quand nous allons entrer dans l'esclavage. Au Congo, toujours, quand les Portugais arrivent pour la première fois, ceux qui étaient à la côte-pâte disent au roi que des étrangers arrivent. Le roi demande que tout le monde sorte des champs, qu'on leur apporte tout ce qu'il y a comme vivre. Le roi a demandé cela, et les populations ont sorti tout ce qu'elles avaient. Arachides, bananes, tout ce qu'il y avait, ils ont mangé. Ils ont continué leur route, et le roi a mis à leur disposition des serviteurs pour porter leur cargaison. Mais quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur pérégrination? Ils ont commencé à tirer sur les populations de ce même royaume. Les détruire. Et ils ont pris des esclaves. Et il y a une esclave donc qui raconte ce qui s'était passé. Jusqu'à ce que le bébé de sa jeune sœur soit décédé. On l'a pris parce qu'il pleurait trop. On l'a jeté en brousse. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous voyez que ils n'ont pas eu, c'est-à-dire la même réaction qu'eux, ils pouvaient avoir à chaque fois que les étrangers venaient chez eux. Constatez que quand vous étiez en Grèce, quand vous venez, vous étiez étranger, directement vous devenez esclave. D'ailleurs, c'est eux qui disaient étranger. Étranger vient de strange. Stranger vient de strange. Quelqu'un qui est étrange. C'est ça, étranger. Regardez ce qu'ils, ça dit, l'attitude qu'ils peuvent avoir avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Stranger. Et sur le plan même de la linguistique, même en nos langues, il n'y a pas un terme pour dire étranger. Étranger. On dit trinja. Oui. Trinja, c'est-à-dire qui vient du vocable grec. N'est-ce pas? Le grec disait Tsénos, celui que je ne désire pas. Tsénos, je ne le désire pas. Donc, regardez les termes qu'ils avaient. Ça prouve même de leur posture mentale. L'Africain n'avait pas de mots pareils. L'Africain savait que tout homme est homme. Donc quand quelqu'un vient de loin, ça veut dire qu'il est fatigué. Je peux lui donner de l'eau à boire. Quand quelqu'un vient de loin, ça veut dire qu'il peut avoir faim. Je peux lui donner à manger. Je lui trouve un abri. Un abri, il est fatigué. Je peux lui donner un abri où il va passer la nuit. C'était ça l'Africain. Et l'abbé Brouillard donc revient sur ces qualificatifs. Pour dire voilà ce qu'est l'Afrique. Parce que lui-même, il a été accueilli, l'abbé Brouillard. On est en plein esclavage. Hein? Très bien. Les Africains pouvaient dire tes frères nous mettent en esclavage. On ne t'accueille pas, mais on l'a accueilli. Ça, on lui a donné l'hospitalité nécessaire. Il a appris la langue. Séjour. Il a appris la langue de ces peuples. C'est ce qui a frappé son image. Et il décida de s'en aller par lui-même. Par lui-même. Justement, après avoir dit tout ça et tous les auteurs que tu as cités tout à l'heure, je vais lire une citation de Victor Hugo pour que tu te rendes compte, et les téléspectateurs également, à quel point ils ont vraiment des problèmes, ces Occidentaux. Victor Hugo dit: que serait l'Afrique sans les Blancs? Rien. Un bloc de sable, la nuit, la paralysie, des paysages lunaires. L'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touché. Comment donc peut-on expliquer cette contradiction
entre des auteurs comme l'abbé Brouillard et bien d'autres que tu as cités tout à l'heure, et des gens comme Victor Hugo et Kant que j'ai lu dans la précédente émission? Vous savez, l'école occidentale a ceci de particulier que quand elle ne comprend pas quelque chose, elle la dénigre. C'est ainsi que quand ils n'ont pas compris la science africaine, ils l'ont taxé de fétichiste, d'animisme, de sorcellerie. Je disais à la précédente émission que aucun de ces auteurs n'a connu l'Afrique, ni de près ni de loin. Curieusement. Curieusement. Mais dans un procédé, un processus et un procédé de dénigrement systématique, ils se sont donnés à des hérésies de ce genre, sans toutefois toucher du doigt. Ça veut dire que ce sont donc, comme tu as l'habitude de le dire, de savants de très mauvaise foi, des pseudo-savants. Parce que Victor Hugo, avant de faire des déclarations de ce genre, il est après Brouillard. Victor Hugo est né après Brouillard. Justement, voilà. Il aurait dû lire ses auteurs. C'est ça la rigueur scientifique. C'est-à-dire, pour critiquer une thèse, il faut connaître l'essentiel des éléments de cette thèse. Ça veut dire que soit il n'a pas lu l'abbé Brouillard, soit il l'a lu et il est justement de mauvaise foi. De mauvaise foi, parce que je n'ai pas que cité l'abbé Brouillard. Je ne peux pas apprendre le latin à Victor Hugo. Il y a des auteurs latins, romains, qui ont écrit sur l'Afrique. Je ne peux pas apprendre le grec à Victor Hugo. Il y a des auteurs grecs qui ont écrit sur l'Afrique. Pourquoi n'a-t-il pas pris la précaution intellectuelle de faire une recherche sur ces questions-là avant de se prononcer? Il ne l'a pas fait. Donc, il est non seulement un savant de mauvaise foi, il est un pseudo-savant. Parce que la science veut que, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, et c'est ce que Diop a fait. Le professeur Cheikh Anta Diop l'a fait. Oui, l'Europe nous a colonisés. Mais est-ce pourtant qu'il n'y a pas des Européens qui ont dit des choses qui soient sensibles, justement, qui soient sensées? Alors, s'ils les ont dit, on l'adopte. C'était ça la démarche scientifique. C'est pourquoi ils critiquent justement les Suré Canal, le Louis Vincent Thomas, qui critique son œuvre sans avoir lu une sorte de... Ou bien s'ils l'ont lu, ils ne citent même pas un seul élément de la critique de son œuvre. C'est de la mauvaise foi. Et c'est de la même mauvaise foi que Victor Hugo fait. Parce que je pense, pour ma part, que s'il avait lu Brouillard, s'il avait lu l'abbé Grégoire, s'il avait vu Pline, s'il avait lu Diodore de Sicile, s'il avait lu Homère, s'il avait lu même Aristote, parce qu'ils ont fait tous philosophie, s'ils avaient lu ces auteurs qui ont parlé de l'Afrique, non pas en des phrases simples, mais des ouvrages entiers, je pense que il aurait revu sa position. Mais on peut le comprendre aussi. Ils sont dans une ère où la suprématie blanche doit se positionner comme telle. C'est-à-dire, en dehors de l'Europe occidentale, je précise, en dehors de l'Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest, aucun autre coin sur la terre n'a fait la civilisation. On peut accorder un peu aux Asiatiques, aux Chinois, mais c'est tout. Mais ils sont le centre de la civilisation mondiale. Et il fallait que cette idée soit véhiculée partout où besoin sera. Donc c'est pourquoi il a sorti des incongruités de ce genre. Et nous pensons, quand les gens prennent le nom de leurs enfants, ils donnent Victor Hugo, ils prennent même des institutions scolaires, on donne le nom de Victor Hugo, c'est une insulte à notre continent. Parce que ce sont des gens qui se sont spécialisés dans le dénigrement de l'Afrique. J'allais justement poser la question de savoir, frère, comment encore aujourd'hui, au XXIe siècle, les Africains n'arrivent pas à percevoir cet état de choses et continuer de célébrer justement ces auteurs-là comme Victor Hugo, Kant et autres. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tout le travail, comme nous faisons notamment ici à Kemet Télévision. L'école a ceci de particulier que elle façonne nos imaginaires. Et l'imaginaire tire son essence de l'image. Et c'est l'image, cette image donc qui meuble
le subconscient et le conscient de certains Africains. Exactement. De sorte que, même en face de la vérité, ils peuvent vous dire qu'ils remettent ça en cause. La preuve, vous allez voir des nègres qui disent que Cheikh Anta Diop, c'est rien du tout. Mais la réponse est simple. Mais si Cheikh Anta Diop, c'est rien du tout, pourquoi ces thèses sont-elles combattues en Europe? Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment que le jour où l'on mettra au bout du jour les thèses de Cheikh Anta Diop, ce sera la fin pour la science occidentale. Exactement. Ils le savent pertinemment. Et c'est justement à travers ces images qu'ils diffusent ou alors passent des messages subliminaux. Effectivement. Parce que, je vais vous prendre un autre exemple. Regardez très bien la télévision. Tout ce qui touche à la grande consommation, que ce soit alimentaire, vestimentaire et autres, généralement, quand on prend même les Noirs pour faire des publicités rattachées à cette grande consommation, on va prendre des Noirs qui sont un peu très clairs de peau. Il faut bien observer. S'ils ne sont pas très clairs de peau, ils sont métis, comme on dit. Pourquoi? Parce que c'est l'imagination qui est frappée, c'est l'imaginaire, c'est l'image qu'on veut imprégner. Tout ce qui est blanc est beau. Est beau. Tout ce qui est très clair est beau. Et du coup, cela influence même des personnes de bonne foi. Influence leur manière de penser. Alors, tant que le blanc n'a pas approuvé ce que lui pense, ce n'est pas vrai. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop disait à Niamey en 84, en 85, à la conférence qu'il a eue à Niamey. Que nous sommes restés prisonniers dans le carcan du maître qui doit nous donner l'autorisation pour accepter telle ou telle autre chose. Exactement, frère. J'ai discuté avec une ancienne camarade de classe il y a peut-être 2 ans, où je lui faisais savoir qu'effectivement, les Européens également font le culte des crânes. Elle me fait savoir que, bon, mais sauf que pour les Noirs, il est encore très grave. Vous vous rendez compte à quel point l'aliénation a atteint son apogée. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui est blanc, comme nous savons que c'est beau, même si le blanc fait quelque chose qui n'est pas bien, on va quand même essayer d'arrondir, de prendre ça par défaut parce que c'est le blanc. Et si c'est le noir qui fait la même chose, je pense quand même qu'on a atteint un niveau où il est important que le message que nous diffusons ici à Kemet et Télévision, nous souhaitons qu'il touche la sensibilité de tous ceux-là, des Africains des 4 coins de l'Afrique, afin qu'ils commencent véritablement à se réveiller. Parce que Cheikh Anta Diop l'a bien dit, si vous ne vous réunissez pas, vous ne serez pas au rendez-vous du 3e millénaire. Et le 3e millénaire est proche. Comment est-ce qu'on entrera dans l'ère de ce 3e millénaire si nous sommes encore aliénés jusqu'à ce point? Vous voyez, je veux citer le professeur Diop qui disait que le mal que l'occupant nous a fait est loin d'être terminé. À chaque fois qu'on croit s'en être débarrassé, on y est toujours. Et il prenait l'exemple de cet esclave qui, après plusieurs centaines d'années d'esclavage, le maître lui dit, bon, tu es libre. Arrivé à la porte, il ne sait pas où aller. Il est obligé de rentrer dans la maison du maître pour être un esclave. C'est ce qui arrive exactement à l'Afrique. Le symbole même de Stockholm. De Stockholm. C'est-à-dire, vous êtes amoureux de votre tortionnaire. Le syndrome, voilà. Oui, le syndrome de Stockholm. Amoureux de votre tortionnaire. Et c'est ce qui arrive à l'Afrique. Et vous êtes prêt même à le protéger effectivement, contre les attaques externes. Effectivement. Oh, lui, il est votre bourreau. On va le montrer quand on va traiter de l'esclavage. Il y a des Noirs qui étaient prêts à mourir, qui sont même morts à la place de leur maître. On avait accusé leur maître de crime et ils prenaient sur eux d'avoir commis ce crime. Et on les trucidait à la place de leur maître. En fait, c'est ce qui nous arrive en fait. C'est ce qui arrive aux Africains. Et le fait qu'on est martelé dans nos cerveaux, c'est pourquoi une chaîne de télévision comme Kemet Télévision est importante. Je pense qu'il faudrait commencer même par l'éducation traditionnelle. C'est important. Parce que si on ne commence pas par l'éducation traditionnelle, beaucoup d'Africains n'y comprendront rien. Parce que nous sommes déjà formatés par une éducation qui est très occidentalisée. Et cette éducation occidentalisée a un cadre précis, a une vision précise.
il faudrait sortir de cette vision pour avoir une autre vision. Et malheureusement, nos élites ne nous aident pas beaucoup dans ce sens-là. Non, du tout. Parce qu'elles-mêmes, elles sont engluées dans ce système. Et vous allez voir des gens comme au Gabon, on va vous dire qu'ils sont allés faire le rite Guti. Mais en même temps, il est franc-maçon. Vous vous demandez quelle est la cohérence quand un être fait comme... Ça dit, c'est une double trahison en fait. Une trahison non seulement pour la franc-maçonnerie, une trahison pour l'Afrique. Mais quelque part, ce n'est pas la trahison pour la On ne franc-maçonnerie. peut pas être à la fois chrétien et musulman. Et musulman. Vous voyez, ça fait que on ne peut pas sortir de cette affaire. Et c'est une question également politique. Parce que il faut changer le paradigme. Il faut avoir une volonté. Et c'est de la volonté politique. Mais rendez-vous compte, un pays comme le Cameroun, depuis 1990, on devait faire les états généraux de l'éducation. Rien n'a été fait. Le ministre qui avait osé le faire, il a été débusqué. Quand on a compris qu'il avait l'intention de le faire, il a été débusqué. Pourquoi on a si peur de retoucher à l'éducation? C'est Fernand Nathan qui nous éduque aujourd'hui, c'est Hachette qui nous éduque. Oui, on a beau dire que ce sont les libraires africains qui vont commencer à faire les livres, mais le contenu c'est lequel? Exactement. Ce n'est pas parce que c'est un nom africain qui est accolé dessus. Le contenu c'est lequel? Puisque ce n'est pas l'histoire de l'Afrique que nous apprenons à l'école. Effectivement. Qu'est-ce que j'ai à foutre qu'on m'apprenne la taïga? Qu'est-ce que j'ai à foutre qu'on m'apprenne les conifères? Moi, je n'ai pas ça chez moi. Qu'est-ce que j'ai à foutre qu'on m'apprenne le coussinet? Je n'ai pas ça chez moi. Quand j'étais à l'école primaire, on avait un livre, mon livre unique de français. C'était La canne et le coussinet. Vous voyez très bien que, ça dit, on nous implique dans ce qui n'a rien à voir avec notre environnement. Je veux qu'on m'apprenne le fundi. Je veux qu'on m'apprenne le palmier à huile. Je veux qu'on m'apprenne le macabo. C'est ce que je veux qu'on m'apprenne parce que c'est lié à moi, c'est lié à ma terre, c'est lié à mon environnement. Exactement. Mais à chaque fois que dans une éducation, on va sortir de ce paradigme-là, c'est pourquoi ils insistent toujours qu'on fasse les cours en français ou en anglais. Parce que justement, la langue est celle qui charrie la vision du monde d'un peuple. Exactement. Parce que sans la langue, nous sommes restés, et je vais citer Jean-Jacques Rousseau encore, qui disait que un peuple qui parle une langue qui n'est pas sa langue est un peuple dominé. Donc nous sommes dominés. Il faudrait que nous nous réapproprions nos langues. Parce que c'est à partir de là qu'on va faire la véritable éducation. Exactement. Et cette éducation, elle basée d'abord, sur nos valeurs. C'est ce qu'on apprend au Japon, aux petits japonais. Tout le cycle primaire au japonais, les 3 premières années, on les apprend les valeurs japonaises. Comment on est respectueux envers les parents, comment ça... Les 3 premiers cycles, mais chez nous, allez voir ce qu'on fait à la prématernelle. Un peu comme dans l'islam aussi, hein. Oui. À 2 ans, l'enfant entre à l'école coranique. À 5 ans, quand il sort, c'est-à-dire 3 ans plus tard, il est imperceptible aux valeurs exogènes. Vous voyez? Mais chez nous, c'est quoi? On apprend encore l'enfant des choses qui n'ont rien à voir. On dit l'école maternelle, mais ça n'a rien à voir avec la maternité. Parce que l'école maternelle, c'est l'école du village. C'est ça l'école maternelle. C'est l'école traditionnelle. C'est ça l'école maternelle. Mater, qui vient de la mère. mère. Parce qu'on te donne les premières valeurs sociales dans la société où tu te trouves. Ce sont ces premières valeurs-là qu'on t'inculque. Le respect de l'aînesse, le respect des parents, le respect des grands-parents, le respect des ancêtres. Son comportement dans la société. Dans la société. C'est ça, ce sont les premières valeurs qu'on inculque à l'enfant. De sorte que ce dernier grandissant naît avec ces atours-là. Alors, on a ces problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Quand tu prends l'exemple de la camarade qui a dit les blancs, mais chez nous, c'est grave. Parce que justement, elle a pris l'affaire au milieu. Elle ne peut pas comprendre. Et pourtant, un enfant qui avait pris ça dès le bas âge, voilà. Même s'il devient chrétien, il va connaître la valeur. Exactement. Parce qu'on l'a initié à ça dès le bas âge. Et c'est pourquoi vous allez voir même nos anciens, de temps en temps, ils ne couillent pas au village. Même comme le dimanche, il part à l'église, mais ils ne couillent pas au village de temps en temps parce qu'il a grandi avec ça. Il sait que c'est important. Tant qu'on ne le fera pas, je pense que nous serons un peu perdus. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette autre production. Merci infiniment, frère, pour toute cette connaissance que tu diffuses dans le cadre de cette émission. L'histoire de l'Afrique à travers les textes. Et le texte du jour était celui de Bonaventure Proyard, intitulé Histoire de Luangu, Kakongo et les autres royaumes d'Afrique. Merci. Merci, Niamsi, tout en espérant que nous avons pu partager avec vos téléspectateurs un certain nombre de connaissances qui
peut-être nous permettront également, à travers leurs remarques, de nous améliorer, parce que c'est aussi ça le but, de nous améliorer et aussi d'échanger sur ces questions-là et les différentes préoccupations qui viendront. Je pense que nous pourrons être disponibles pour pouvoir échanger avec eux sur les différents points qui ont été évoqués. D'accord. Pour nous suivre véritablement, pour ceux qui sont au Cameroun, pour le moment c'est Créoling, le bouquet Créoling au canal 293. Vous pouvez également nous suivre à travers votre smartphone, partout où vous vous trouvez dans le monde, à travers l'application Limex téléchargeable sur Play Store. Limex, L-I-M-E-X, téléchargeable sur Play Store. Et enfin sur nos plateformes numériques à travers YouTube, Kemet Télévision, et Facebook, Kemet Télévision. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, restez en compagnie des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent. Et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut. Je dis encore, c'était